C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de besoin et de désir, c'est-à-dire comment faire la différence entre les deux. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour une personne qui avance dans son cheminement, d'apprendre à distinguer entre l'un et l'autre. Parce que les désirs semblent plus liés à notre psychologie et les besoins peut-être à autre chose de plus réel. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Et je pense que nous tous n'ont pas la même facilité à distinguer entre les deux. Voilà. Certainement, et c'est effectivement un point important. Très bien. Donc, peut-être commencer par nous parler de en quoi consiste un désir et ensuite en quoi consiste un besoin. Je ne sais pas si vous voulez les aborder autrement. Pour commencer, un désir. Un désir est issu d'une excitation de l'âme. Excitation de l'âme, OK. Oui. Donc, l'être qui avance en conscience doit apprendre à reconnaître l'excitation de son âme comme un indice. Okay. Un indice de désir ou un indice qu'il y a quelque chose qui se produit en lui qui n'est pas entièrement sous son contrôle. OK. Donc, dès que l'âme s'excite, il y a quelque chose à aller voir, à aller examiner, à aller, il y a une enquête à mener. Qu'est-ce que c'est une excitation de l'âme? Oui, donc c'est précisément ce que j'allais expliquer. Donc, si on prend par exemple le désir peut-être le plus intense que l'humain puisse rencontrer, si on prend par exemple le désir sexuel, pour lequel l'être peut ressentir une frénésie presque. Une frénésie qui peut être animale ou qui peut, si on est très coloré romantique, être romantique. Mais il y a le désir donc est presque palpable, il se ressent très clairement et c'est une excitation de l'âme. C'est l'excitation de l'âme de vivre ce remplissement par de l'énergie sexuelle. OK. Donc cette excitation, on va dire oui, mais si je suis dans le désir, je suis excité. Physiquement? Ben, pendant l'activité sexuelle, on va être excité physiquement, sexuellement. Mais avant l'activité sexuelle, lorsqu'on est dans le désir, par exemple, de la sexualité, on peut être excité, mais pas nécessairement physiquement, simplement au niveau de l'âme. Donc, être excité. OK. Bon. Donc, il y a toujours une excitation qui concorde avec un désir. OK. Donc, lorsque je parle d'excitation de l'âme, je veux dire simplement une excitation psychologique. OK. Mais elle peut être subtile, cette excitation plutôt. Et donc, cette explication peut être subtile également. Et donc, si on prend par exemple, je vais aller chercher une nouvelle voiture de luxe que je viens d'acheter et je vais finalement pouvoir la conduire et l'amener chez moi. Et là, je ressens cette petite glorification de l'orgueil, de la psychologie. Alors, ce petit délice de l'orgueil, mais c'est une excitation de l'âme. OK, c'est subtil quand même. Oui, ben voilà. Ce dont vous parlez. Oui, et tous les états d'âme font état d'une certaine excitation. OK. Donc, même si je suis triste et dépressif, il y a une excitation de l'âme. Et si on prête attention suffisamment, on va voir qu'il y a un plaisir même dans le malheur. Un plaisir dans le malheur. Oui. Et on va voir que les gens qui sont, par exemple, dépressifs ou qui souffrent de dépression vont tirer un certain plaisir très malsain à écouter, par exemple, des chansons très tristes. OK. Ils vont ne pas comprendre pourquoi ils vivent un certain plaisir à faire ceci, alors que ceci entretient leur dépression, à n'en pas douter. Et peut-on dire la même chose, par exemple, si l'on écoute un morceau de musique qui nous rend, entre guillemets, joyeux, qui semble nous rendre de bonne humeur, disons? Oui. C'est la même chose? Oui, c'est une excitation de l'âme également. Est-ce que excitation veut dire émotion, alors? N'importe quelle émotion? Oui. Donc, être de bonne humeur, ce n'est pas la joie. C'est un plaisir d'un état, je dirais, c'est simplement le plaisir de l'état d'excitation de l'âme.
OK. Plaisir de l'état d'excitation. L'excitation de l'âme peut causer un plaisir. Mhm. Bon, elle cause très souvent un plaisir. Mhm. Et ça, c'est un problème. Parce que qu'est-ce qui aime l'excitation de l'âme? C'est quelque chose de l'autre côté qui peut se gaver de l'énergie qui s'en dégage. Parce que si l'âme, elle est excitée, c'est qu'elle n'est pas au repos, par définition. Mhm. Qui est le meilleur état possible pour l'âme? C'est d'être au repos, c'est-à-dire dans le calme. C'est-à-dire que dans cet état, elle canalise la lumière vers le plan matériel d'une manière qui est le plus identitaire. OK. Qui se puisse dans le contexte de l'individu en question. OK. Et est-ce que c'est là qu'on commence à parler de besoin? Voilà. Parce que l'excitation de l'âme, quelle qu'elle soit, relève soit d'un désir, soit d'un vampirisme astral. Et ce qu'on va remarquer, c'est que le désir est donc toujours lié à un vampirisme astral. OK. Parce qu'il procède toujours par une excitation de l'âme. Et c'est là que je voulais en venir. OK. Le désir procède toujours par une excitation de l'âme et il y a toujours une entité qui se nourrit de cette excitation. Donc même si, par exemple, j'arrive chez moi avec ma Bentley, toute rutilante et neuve, et là je me dis, bon, ce n'est pas un être très évolué qui va avoir ce genre de prédisposition, mais je me dis, les voisins peuvent baver d'envie à me regarder dans ma Bentley. Que je suis donc bien ici, là, moi. Et donc, la glorification orgueilleuse de la psychologie de l'être. Et il y a une entité qui se gave de ce petit miel qui s'écoule de mon âme lorsque je me trouve si magnifique dans le fait de pouvoir m'être payé la voiture, une des voitures les plus luxueuses qui soit. Mm-hmm. Donc, Okay. dès qu'il y a excitation de l'âme, il y a vampirisme et le désir, donc, sert à exciter l'âme. C'est le but du désir. Le but du désir n'est pas d'être comblé. Donc, l'humain passe son temps à tenter de combler ses désirs. Mais ce qu'il fait en faisant ceci, c'est qu'il est le pantin des forces qui le vampirisent. Parce que le rôle du désir, c'est de générer du miel pour le monde de la mort. Aux dépens du vivant. Donc, quand on répond au désir, on se vide de son énergie. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'on utilise sa vitalité pour nourrir la mort. OK. Je ne dirais pas qu'on se vide à proprement parler de son énergie, parce que nos énergies disponibles sont le résultat d'un nombre de facteurs assez grands et bon... Okay. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, mais à tout le moins, nous nourrissons la mort avec notre vie. Donc, ce n'est pas bénéfique. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une baisse du taux vibratoire? Oui, l'excitation, c'est-à-dire l'excitation de l'âme, c'est toujours une décentralisation, une décentrification du psychisme, c'est-à-dire que une âme excitée est toujours déplacée de son centre, déplacée de son état de repos. Donc, le psychisme de l'être devient configuré avec une orbite plus grande de la conscience autour de son centre. OK. Donc, il y a toujours pour l'être qui n'est pas avancé en fusion, il y a toujours une orbite de la conscience autour de son centre. OK. Puis ce désir-là, entre guillemets, nous éloigne de notre centre. C'est exactement ça, parce que l'excitation de l'âme met la conscience en orbite. Donc, une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Et veut dire vers l'extérieur, émotion veut dire mouvement. Ah oui. C'est un mouvement vers l'extérieur, donc c'est spécifiquement une décentrification du psychisme. C'est-à-dire une mise en orbite de la conscience d'une manière plus excentrique autour de son centre. Donc, une réduction de la gravité psychique. Donc, cette gravité psychique qui constitue l'amour. Cette gravité psychique qui constitue donc la solidification du lien entre la conscience et son centre. OK. Et cet amour, donc,
psychique, objectif et cosmique qui est recherché par l'être pour ses qualités de permettre la fusion, donc de rapprocher le psychisme de son centre, de rapprocher l'énergie de l'esprit du corps et ainsi assainir le mouvement manifesté de l'être dans sa vie. OK. Donc, quand on répond au désir, on s'éloigne de son centre, on s'éloigne de sa vie, on s'éloigne de son identité. Oui, on diminue en amour, donc on diminue donc dans notre union de notre volonté à notre intelligence. Donc ça nous rend moins intelligents aussi. Oui, c'est-à-dire que le fait d'être excité diminue notre intelligence de façon intrinsèque. OK. Donc nous ne pouvons pas être excités psychiquement et garder la totalité de l'intelligence dont nous disposions avant d'être excités. C'est impossible. Ouais, OK. Et donc, nous ne pouvons garder le même degré d'intégration en tant qu'être qui entretient une relation relativement serrée avec son esprit, avec sa lumière. Donc, nous ne pouvons considérer que cette qualité relationnelle est intouchée lorsqu'il y a excitation de l'âme ou désir. Okay. Donc, avoir des désirs, c'est une chose. Les vivre à plein, c'est une autre chose. Et leur répondre systématiquement tel un pantin, c'est une autre chose encore. Okay. Donc, il y a divers degrés de soumission de l'ego mortel au désir. Et ce faisant, divers degrés de capacité de la mort de téléguider le vivant dans ses faits et gestes. Donc, il y a des gens qui vont, par exemple, dans des clubs d'échangistes où le mari et la femme s'échangent, s'envoient en l'air avec un autre, avec d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et ils aiment bien ceci, donc leur âme est très excitée à faire ceci. Mais ceci, c'est pour nourrir la mort. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est un exemple. Je prends souvent l'exemple le plus extrême, le plus qui frappe le plus fort pour bien mettre en relief les choses. Mais je peux prendre des exemples plus subtils si vous le voulez. Mais je crois que j'en ai déjà fait un peu. Ben, par exemple, on pourrait dire, j'ai toujours le goût de manger un petit morceau de chocolat tous les soirs. Par exemple, j'ai besoin de manger du chocolat tous les soirs. Oui. En tout cas, je viens de dire j'ai besoin de. Oui, ce n'est pas un besoin, c'est un désir que on longtemps à reprojeter en tant que besoin pour se sécuriser dans le fait que c'est nécessaire. C'est intéressant, ça. Ben, c'est pour justifier, c'est la mort qui veut justifier sa consommation du vivant. Oui, mais tu en as besoin, nous dit-on. En fait, ça nous dit dans nos pensées, j'en ai besoin. Parce que si ça nous disait, tu en as besoin, on dirait, mais qui parle? Et là, l'humain deviendrait conscient. Alors, la pensée est toujours au jeu. Très intéressant, cet détournement de nos désirs en besoin. Oui, c'est une technique de base de la part des entités. Ce n'est pas la plus subtile, mais c'est une qui demeure très efficace. OK, ça ajoute un autre niveau de... plus ou moins de difficulté, si on peut dire, à l'être qui veut distinguer entre les deux, mais c'est une enquête à faire, comme vous disiez plus tôt. Oui, et on peut arriver et dire, ce soir, je vais manger tel plat. Et là, se délecter d'avance et avoir une bonne envie de ce plat. Et attention, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas bien manger. Bien manger, c'est très, très bien. Préparer un bon repas avec amour, c'est très bien. Mais lorsque on anticipe et qu'il y a un appétit ou un désir qui naît, à ce moment-là, on tombe dans l'excitation de l'âme. OK, parce que j'allais demander, c'est ça. Est-ce que toute anticipation est une forme d'excitation et donc de désir? Bon, techniquement, ce n'est pas obligatoire, mais en pratique, c'est plutôt oui. Donc, si on anticipe, en général, c'est qu'une entité veut nous faire penser, nous fait penser ou nous suggère une pensée au sujet d'une chose avec laquelle elle peut exciter notre âme et se nourrir un peu. Donc, on peut dire, non, je ne fais qu'anticiper de manière neutre.
Oui, mais peut-être pas. Donc, peut-être que cette pensée d'anticiper, que tu dis, si l'humain dit j'anticipe, ben en fait, il se fait chuchoter une pensée par une entité qui l'amène à anticiper et de façon à exciter l'âme, de façon à pouvoir se délecter elle-même de notre vie. Parce que rappelons-nous que l'entité cherche à se donner l'impression d'être en vie à travers nous. Donc, manger un bon plat, si elle peut nous exciter mentalement à l'idée de manger le plat ce soir, ben déjà, elle gagne un petit quelque chose. Elle ne gagne pas réellement, mais elle a l'impression de gagner. C'est toujours ça le problème avec le désir, c'est que ça donne l'impression qu'il y a un gain alors qu'il n'y en a pas. Parce que dès qu'on a fini d'assouvir le désir, il y en a un autre. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Oui, avant de poursuivre là-dessus, parce que j'avais une autre question, mais je reviens juste en arrière par rapport à l'anticipation, parce que l'anticipation est liée à l'imaginaire, non? Ou à un scénario quelconque. Ah, j'ai hâte de manger ceci, ou de sortir, ou de voir mes amis, etc., etc. Voilà. Donc, on est dans la pensée, on est déjà... C'est une autre indication qu'il y a quelque chose qui se joue, là. C'est pas... il y a un désir là-dedans quelque part. Oui. Une excitation. Mais il y a une pensée qui mène à l'excitation. Donc, déjà, on peut voir que c'est cousu de fil blanc, que c'est téléguidé par la mort qui veut se nourrir du vivant. Et souvent, je veux dire, une fois qu'on a assouvi ce désir, peu importe soit-il, on peut ressentir une chute, une déception après une perte d'énergie, n'est-ce pas? Comme, ah ouais, finalement, c'était pas si excitant que ça, ou c'était pas si plaisant que ça, et donc j'en viens à ce que vous disiez, donc il y a un autre désir qui se présente, ou souvent ce désir assouvi, il est suivi d'une certaine déception. Parlons de ceci pour commencer. Oui, donc parce que, bon, si une entité réussit à vous téléguider bien, c'est-à-dire mal, mais bon. Adroitement, à vous téléguider adroitement, elle vous fera agir en fonction des désirs qu'elle choisit pour vous. Et elle se nourrit non pas de l'assouvissement du désir, mais de l'excitation de votre âme. OK, je comprends. Donc, si vous dites, je veux manger tel plat, un bon civet de lapin apprêté de telle façon, oh, ce sera délicieux ce soir. Et là, l'entité, elle se délecte déjà de votre anticipation de vous délecter. Alors, pendant que vous mangez, l'entité, bon, si vous appréciez énormément et que vous êtes excité d'assouvir le besoin, elle continuera de se nourrir. Mais dès que c'est terminé, elle ne se nourrit plus. Alors, l'excitation disparaît et souvent, ça sera remplacé par un vide. Pourquoi? Parce qu'elle vous a vidé, cette entité. Donc, qui n'a pas déjà ressenti, par exemple, un vide après avoir regardé un bon film? Mais si le film, il est bon pour qui? Il est bon pour une entité, il n'est pas bon pour nous. Mais si nous sommes impliqués dans l'histoire et que nous excitons notre âme selon l'histoire qu'il nous a racontée, une entité se délecte de nous, et une fois que c'est terminé, elle nous laisse vide. Que ce soit un film, que ce soit une nourriture, ou que ce soit quelque autre désir que ce soit, après, on est vide. Mais c'est quoi ce vide-là? Parce que tout à l'heure, vous dites, ça commence par la pensée, disons, qui amène une excitation. Cette excitation-là, c'est quoi exactement? Donc, je veux dire... C'est l'énergie qui s'accumule dans votre âme. OK. Donc, votre âme devient énergisée par cette excitation et une entité se colle et se délecte et dévore ce qu'il y a. Donc, après, votre âme, elle devient un peu vidée de son énergie, votre ego également. Donc, le flot d'énergie a été interrompu, il a été dévié vers l'âme et ensuite vers la mort. Donc, vous n'avez pas votre dû. C'est la mort qui a consommé ce qui devait aller à vous.
Est-ce que ce serait un peu comme, tu sais, tout à l'heure, vous parliez de la décentralisation. Donc, Oui. on se décentre à mesure que... Oui, cette décentralisation vient du fait que l'âme s'alourdit. OK. L'âme s'alourdit à cause de l'énergie qu'elle accumule. Au lieu de transmettre cette énergie à l'ego et au corps, elle demeure au niveau de l'âme et à ce moment-là, elle alourdit l'âme, elle excite donc l'orbite de la conscience qui est liée à l'âme autour du centre. L'âme s'alourdissant, bon, si on prend un exemple en physique, donc plus un objet est lourd, plus son orbite autour d'un autre objet pourra être grande. OK. Pour maintenir l'équilibre des énergies. Et est-ce que, justement, cette distance, plus elle est grande, plus on peut ressentir un vide? Plus elle est grande, plus il y a de l'espace pour une entité pour s'insérer et gober ce qu'il y a. OK. Donc, il y en a plus, il y a plus d'espace, et donc, c'est facile. OK. Et ça vide. Donc, après, bon, vous n'avez plus l'énergie dans votre âme, vous n'avez pas non plus l'énergie dans l'ego, vous n'avez plus rien. Vous êtes vidé. Donc, il est normal qu'il y ait une chute à ce moment-là de taux vibratoire, qu'il y ait un vide qui soit ressenti, peut-être même une tristesse. Mm-hmm. Donc, ça, et souvent, c'est le problème chez les gens dépressifs. OK. Comment devient-on dépressif? On devient dépressif en ayant une excitation de l'âme, en se faisant vider, ensuite en tombant dans une tristesse, d'être vidé ainsi. Et cette tristesse, donc, constitue en elle-même une excitation de l'âme. Et là, une entité vient se gaver de ça. Et là, on a comme un malin plaisir à être triste. Mm-hmm. Parce qu'on confond le plaisir de l'entité avec nos intérêts. OK. Et ça, c'est très néfaste. Et est-ce que aussi, par rapport au vide ou à la déception ou à la tristesse qui peut survenir, est-ce que c'est parce qu'on s'est embarqué dans une croyance par rapport à l'anticipation de j'anticipe que ça va se passer de telle manière ou ça va m'apporter telle sensation agréable, et là on arrive à la réalité qui est évidemment qui ne correspond pas à l'idée qu'on s'est faite. La réalité ne peut jamais correspondre à l'idée qu'on s'en fait. Non, je sais, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une réalisation quelque part qui explique cette tristesse ou cette déception de dire oui, mais finalement, tout ça, c'était pourquoi? Je suis déçu. Oui, ça peut très bien arriver parce que il faut se rappeler qu'une entité ne se nourrit pas que de l'excitation soi-disant positive de l'âme, mais également de la tristesse d'avoir, par exemple, manqué son coup ou de ne pas avoir suffisamment joui du moment ou bon, peu importe quoi. Okay. Donc, c'est toujours la dichotomie entre le beau qu'on nous fait miroiter et la réalité qui est inférieure. Donc, ça, si ça déçoit, ben c'est un autre petit délice pour la mort. OK. Donc, vraiment, on se fait avoir de tout bord, de tout côté dans ce... Précisément. Revenons aux besoins. Oui, allons vers le besoin. Revenons aux besoins. Oui. Alors, explorons ça un petit peu plus. Donc, pourriez-vous nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est le besoin par rapport au désir? Oui, le besoin, c'est très intéressant de regarder donc le contraste entre les deux parce que en contraste au désir, le besoin, c'est un mouvement d'énergie qui va équilibrer les corps et qui va rapprocher l'intelligence de l'ego. OK. Qui va rapprocher la lumière de l'esprit de l'ego. Donc, dans le besoin, il y a toujours un côté profondément intelligent. OK. Alors que dans le désir, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un côté consommateur. Bon, habituellement consommateur par la mort du vivant. Tandis que dans le besoin, c'est le contraire. C'est le nourrissement et le bâtissement du vivant pour le vivant. Okay. Donc, c'est un peu l'inverse. Dans le sens que la gravité de l'être ou la centricité de l'être est améliorée par le fait de subvenir aux besoins. Okay. Donc, il y a toujours quelque chose de créatif dans un besoin. Okay. Dans le fait de remplir un besoin, plutôt. Toujours quelque chose de créatif. Oui. OK. Donc, si, par exemple, je dis j'ai faim. Je vais manger du gâteau au chocolat avec de la crème glacée. Bon. Et là, je suis excité. Là, je tombe dans le désir et je mange ceci.
Et après, peut-être une demi-heure plus tard, j'ai encore faim parce que, bon, le sucre, ça ne nourrit pas de façon Non. le moindrement... Ce n'est pas nourrissant. ce n'est pas une nourriture qui soutient. Oui, c'est ça. Mais si, par exemple, je dis, j'ai faim, et là, je vais préparer ce petit mets, et là, ça va combler donc les besoins de mon corps, aussi les besoins de mon âme et les besoins de tout mon ego d'avoir quelque chose de bon, mais qui est nourrissant et qui est sain et qui met mon corps en équilibre. Donc, si je fais ceci, là, je réponds aux besoins et non aux désirs. Parce que les deux peuvent se superposer. Oui, tout à Donc, fait. c'est un exemple où les deux se superposent. J'ai un désir, j'ai un besoin. À quoi est-ce que je vais répondre? Bon, si je réponds au désir, je nourris la mort. Si je réponds au besoin, je nourris l'être que je suis. Donc, le vivant. Oui. On peut aussi, par exemple, avoir, comme vous dites, un besoin. J'ai faim et là, se préparer un plat gourmet en 5 services qui gastronomique qui peut tomber un peu dans l'assouvissement d'un désir, non? Oui, effectivement. Et qui va nourrir le corps d'une meilleure manière que le gâteau au chocolat, mais... Oui. Oui, donc il y a, comme je dis, il y a superposition. Donc c'est à l'humain et c'est un exercice. Donc c'est un exercice de longue haleine de distinguer, car souvent, comme je dis, il y a superposition. Donc de distinguer entre la partie désir et la partie besoin. Donc un besoin, on peut dire oui, mais un besoin c'est plate, c'est moche. Mais ceci, ce n'est pas réel. Donc, on peut avoir besoin, par exemple, d'une belle Mercedes neuve et confortable. Mais si on a un désir d'une belle Mercedes neuve et confortable, à ce moment-là, le besoin ne peut pas être identique. Parce que l'ego ne peut pas distinguer entre un et l'autre. C'est sûr que je comprends. Oups, pardon. Comment la fameuse Mercedes pourrait être à la fois un besoin et un désir, par exemple? Bon, elle ne pourrait pas. OK. Mais j'explique justement que si elle l'était, ce qui est absolument fictif, à la fois un besoin et un désir, à ce moment-là, l'ego serait absolument confus entre besoin et désir et ne pourrait pas éclaircir son esprit, donc prendre conscience du fait que est-ce que je suis en train de correspondre à un besoin ou est-ce que je suis en train d'exciter mon âme avec un désir. Ouais. Donc c'est pour cette raison que ça ne se produira jamais. OK. Qu'il soit les deux. Donc pour un être, la belle Mercedes neuve et luxueuse, c'est soit un désir, soit un besoin. Oui, OK. Mais comment... On pourrait dire, oui, mais c'est un objet de luxe, là. Comment cet objet de luxe pourrait correspondre à un simple besoin de se mouvoir d'un endroit à un autre? Ce n'est pas seulement de se mouvoir à un endroit à un autre, mais c'est aussi de le faire dans un confort. OK. Le confort peut être un besoin. Moi, par exemple, je suis assis dans un fauteuil dont beaucoup de gens pourraient dire, mais c'est un luxe. OK. Mais moi, j'en ai besoin pour être confortable. OK. Je comprends. Donc, ça dépend de l'individu. Ce n'est pas tous les individus qui sont faits pour se coucher sur des lits de pierre. Certains le sont. Ou de clous. Certains le font. Et ils sont OK. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Oui, OK. Ça revient un petit peu, évidemment, à dire... Bon, chacun a sa propre identité, ses propres besoins. Donc ça, c'est de cet ordre-là. Oui. Et le raffinement du psychisme de l'être, il y a beaucoup à voir avec ça. Donc si un être est une brute et qu'il veut une Mercedes luxueuse et neuve, à ce moment-là, ben, c'est une question de désir et d'orgueil. Ce n'est pas un besoin fondamental pour son être. Mais un être qui a raffiné son psychisme et pour qui, par exemple, les bruits de la route sont un fort dérangement parce qu'il est un être qui est sensible et qui a besoin d'une grande tranquillité, qui cultive une grande tranquillité autour de lui, ben à ce moment-là, la Mercedes neuve et luxueuse peut être un besoin.
Alors qu'un autre pourrait peut-être se satisfaire, entre guillemets, d'une voiture sport qui est bruyante et qui secoue et qui est amusante à son goût, mais pour qui l'être plus raffiné, par exemple, n'aurait pas de plaisir. Mais est-ce que l'être, comme vous dites, raffiné ne pourrait pas vouloir s'amuser en conduisant une voiture sport? Oui, il pourrait très bien vouloir le faire. Et s'il a la fortune au même niveau que son raffinement, ben il peut avoir les deux. Donc, Bernard de Montréal, dans ces dernières années, conduisait une Porsche. OK. Qui est une voiture sport, qui est peut-être bruyante et qui peut secouer. Cette histoire de s'amuser, là, est-ce que ça vient où? Ça s'insère comment entre besoin et désir? Ah, mais voilà, c'est subtil et c'est une question très intéressante. Parce que jouer et s'amuser, c'est sain. Ça fait partie de l'aspect vivant. Donc, la vie joue. Si on regarde, par exemple, des chiots, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent ensemble, ils s'amusent. C'est la vie, c'est ça. La vie doit ressembler à ça. Il est intelligent que la vie soit un jeu. Mais est-ce que c'est parce que c'est un amusement pur ou parce qu'il y a autre chose pour l'être là-dedans? Parce que le chiot s'amuse parce qu'il apprend aussi plein de choses en même temps. Mais donc, croître, un apprentissage, c'est une façon de croître. Croître, ça fait partie également de la vie. Donc, la vie doit être un jeu parce que qui joue, jouit de la vie. Et la joie, c'est la jouissance de la vie. OK. Donc, si on s'amuse et qu'on joue, on peut connaître la joie de faire ces choses. Mais si, au lieu de ça, on se divertit, à ce moment-là, on ne cultive pas la joie de la vie. On s'évade de la tristesse de l'existence. Ouais, OK. Et à ce moment-là, on cultive le vide, on cultive l'excitation de l'âme, on cultive le nourrissement de la mort à nos dépens. Donc, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, jouent à des jeux vidéo et qui le font pour s'évader de leur vie. À ce moment-là, c'est malsain. Ouais. Et d'autres peuvent jouer à des jeux vidéo parce que c'est une façon de s'amuser, peut-être sans se dépenser physiquement. Donc, ce n'est pas tous les êtres qui ont la même faculté de se dépenser physiquement. Souvent, en avançant en âge, on devient moins physiquement actif. Donc, monter jusqu'au sommet de l'Everest ou aller visiter le Machu Picchu au Pérou, ce sont des activités habituellement, quand on est octogénaire, qu'on cesse ce type d'activité. Bon, peut-être dans l'avenir, avec la fusion, l'âge, le vieillissement prendra une allure différente, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Effectivement. Donc, jouer de façon plus tranquille, moins exigeante physiquement, ça peut être une autre façon de jouer. Bon, Bernard de Montréal jouait au jardinier. Oui, c'est ça, parce que jouer, ça peut être dans tout. Oui, on peut jouer à l'ébéniste pendant 2 heures le week-end si ça nous chante. On n'est pas obligé de jouer aux cartes ou à un truc qui n'a pas d'autre utilité, parce que effectivement, croître, comme je disais, fait partie de la vie. Donc, la croissance de l'être, de ses facultés, de ses capacités, de ses réalisations, fait également partie de la jouissance de la vie. Donc, moi, lorsque je levais des poids, on dit oui, mais il n'y a que les imbéciles qui forcent à lever des poids. Non, il y a aussi des êtres très intelligents qui sont capables de faire ceci. C'est très agréable pour un être qui est intelligent, qui a peut-être l'esprit très vif, d'éteindre cet esprit en dessous d'une barre de 200 kilos. Et là, l'esprit vif prend sa pause et l'ego force. Et la capacité donc de soutenir un effort ou un poids ou une solidité physique, c'est une jouissance en soi également, et c'est une croissance d'une faculté. Donc, autant que de devenir un ébéniste qui est capable de faire un meuble exquis
donc par pur plaisir de faire un meuble exquis, ben, c'est aussi la même chose. Donc, c'est un diapason différent. Ah, mais... Vous avez dit plaisir, là. Oh, ben, oui, mais il y a le plaisir. Le plaisir, ce n'est pas le mal en soi. OK. C'est la recherche du plaisir pour le plaisir qui représente une excitation de l'âme qui, elle, représente ou cause la consommation du vivant par le mort. OK. Donc, c'est ça le problème avec le plaisir. Le plaisir en tant que tel n'est pas un problème. C'est la recherche du plaisir, donc qui peut être problématique. Mais si on fait un entraînement de force et qu'on devient plus fort et que c'est un plaisir pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est un plaisir malsain ou que si on fait un meuble le week-end et que c'est un plaisir de s'assurer que de la qualité de ce que l'on fait et que là c'est beau et on a un plaisir à le faire, que c'est malsain. Donc, c'est la recherche du plaisir pour le plaisir qui, elle, est à surveiller. OK. Et revenons aux besoins. Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez, on peut interpréter le besoin comme étant bof, c'est pas amusant. Hein. Oui, satisfaire un besoin, c'est moche, c'est plate. Voilà. Mais si, par exemple, je vais dans mon atelier et je fais un meuble et que je m'applique et je peux avoir un grand plaisir et ça peut être un besoin pour moi de faire ceci. Mais qu'en est-il du besoin de survie? Je sais pas, moi, j'ai besoin d'aller travailler pour apporter de l'argent pour payer ma maison. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ce besoin d'avoir le nécessaire de vie, c'est un besoin, mais il y a mille et une façons d'y parvenir. Donc, moi, vous savez, je fais des entretiens et je publie un outil d'étude psychique et je fais ces entretiens parce que toutes les autres manières de gagner ma vie m'ont été ôtées. Donc, mon esprit n'a pas dit, tu vas faire ça. Il a dit, tu ne feras pas ceci. Non, tu ne feras pas cela. Non, tu ne feras pas cela. Et croyez-moi, les facultés de faire des choses, il y en a dans cet être. Donc, il y a plusieurs champs d'expertise dans cet être à un haut niveau, mais ils ont tous été bloqués dans leur application dans une façon de gagner sa vie. OK. Pourquoi? Parce que mon esprit a dit, non, tu vas faire ça. Alors, il m'a ôté un truc, il m'a ôté un autre truc, il m'a ôté un autre truc. Et là, maintenant, je fais ceci. Et c'est une manière de répondre aux besoins, d'avoir l'essentiel de la vie. Okay. Et idéalement, plus. Donc, idéalement, vous savez, avoir l'essentiel de la vie, c'est ne pas mourir de faim ni de froid. Bon, alors, l'esprit peut être très littéral dans ceci. OK. Donc, mais tu veux subvenir à tes besoins, très bien, on va s'assurer que tu ne meurs pas de faim, donc tu auras un peu de riz à chaque jour, que tu ne meurs pas de froid, donc tu auras un manteau, et que tu ne meurs pas de soif, donc il y aura suffisamment de neige que tu puisses te mettre sur la langue pour ne pas mourir de soif. Ah oui. Donc l'esprit peut être si littéral, donc il faut faire attention de réaliser qu'un être, l'être que nous sommes, a des besoins qui sont passablement plus larges que la simple survie. Et ça dépend du raffinement de l'être, de la qualité de l'être que nous sommes. Donc, on doit s'autoriser à savoir que nous avons des besoins qui sont plus vastes que simplement la survie. OK. Revenons aux besoins, cette impression que c'est plate, par exemple. Un besoin, par exemple, est-ce que par définition, c'est exempt de toute excitation? Oui. OK. Remplir un besoin, c'est exempt de toute excitation et c'est pourquoi on est entraîné par les entités soigneusement à considérer que c'est plate, que c'est moche, que c'est triste, que c'est morne, que ce n'est pas amusant. Oui. Donc, de répondre à un besoin. Mais le fait de répondre à un besoin, étant donné que c'est la culture d'un lien avec l'intelligence qui permet de répondre à ce besoin, à ce moment-là, si on le fait et on continue à le faire et on le fait continuellement, notre faculté de répondre à tous nos besoins
prend de l'expansion. Et à ce moment-là, on peut réaliser qu'on a des besoins autres que la simple survie matérielle. OK. Mais si on fuit le besoin vers le désir, on peut très bien ne réaliser que les plus essentiels besoins qui existent. Donc, comme je disais, ne pas mourir de faim, ni de soif, ni de froid, ni de chaleur si on peut être exposé à ceci, mais bon, je crois que c'est rare. Quoi qu'il en soit, donc, si on fuit le besoin pour se réfugier dans l'excitation de l'âme et du désir, à ce moment-là, on peut très bien oublier qu'il y a d'autres besoins plus subtils que la simple survie. À ce moment-là, si on dit, mais retourne-toi vers tes besoins, on va dire, c'est moche. Parce qu'on est entraîné par une entité à exciter l'âme. Il n'y a pas d'excitation dans le besoin. Mais si on répond aux besoins, et on se concentre à être intelligent, donc à répondre intelligemment aux besoins, à ce moment-là, la faculté de faire descendre l'intelligence augmente, la faculté d'être créatif augmente, et on réalise qu'être créatif, c'est un besoin en soi. Intéressant. Parce que les besoins, ces besoins dont on parle, par exemple, ça ne correspond pas à, vous savez, l'échelle Maslow là, des besoins psychologiques qui va des besoins les plus primaires jusqu'aux besoins, par exemple, la quête spirituelle. Bon, disons ainsi. C'est pas de ça qu'on parle parce qu'un plaisir, comment dire, on peut voir le fait de se remplir de philosophie, de rechercher le plaisir dans la lecture de toutes sortes d'ouvrages spirituels, blablabla, philosophiques, etc., comme étant un plaisir et voir ça comme une rencontre sophistiquée des besoins de l'être, mais c'est encore une recherche de plaisir. Donc, satisfaire les besoins de l'être ne correspond pas nécessairement à une idée de sophistication. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, non. Mais cette pyramide la pyramide de Maslow, donc, si on y va vers ça, elle est fondée sur l'idée que l'être est seulement psychologique. Oui. Bon. Voilà. Donc, à partir de ce point-là, elle est fausse. Donc, l'être auquel nous nous adressons, c'est un être qui, on l'espère, est dans un processus d'évolution ou au moins dans un processus de raffinement de son psychisme qui l'amène vers l'évolution, donc à la révocation du caractère psychologique de son activité intérieure. Et à ce moment-là, donc, au court-circuitage des processus qui donnent lieu à l'élaboration d'une telle pyramide. Donc, à ce moment-là, les besoins, donc, peuvent prendre une allure qui ne ressemble pas à ce qu'il a énoncé comme étant des besoins. Oui, mais c'est juste que quand on parle de besoins, je pense qu'on peut interpréter ça comme étant les besoins de base dans notre vie, les besoins de survie, manger, avoir un toit sur la tête, etc. Mais les besoins de l'être qui est en évolution, disons, ça a rapport avec la créativité. J'ai déjà eu un toit sur la tête et je dois dire que j'ai eu mal. Alors, je préfère l'avoir au-dessus de la tête, mais bon. Oui, bon. OK. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Ben, j'aimerais, dans le fond, peut-être que vous élaboriez un petit peu plus par rapport au... Plus on raffine son écoute par rapport aux besoins, plus on réalise que il y a la créativité dans le fait de remplir ses besoins. Oui. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est que plus on syntonise donc la lumière de l'esprit, plus on syntonise sa propre identité sur tous les plans à la fois. OK. Et cet être que nous sommes sur plusieurs plans à la fois, mais cet être, donc, dans son identité, a une faculté infinie de créer, et que cette créativité, donc, c'est un besoin en tant que tel. OK. Donc, la Mercedes confortable, dont je disais qu'elle peut être un besoin, elle peut être un besoin, mais elle ne sera pas un besoin avant que le besoin de créer et de continuellement créer de plus en plus ne surgisse dans l'être et ne soit un constant accompagnement à son quotidien. OK. Donc, il y a un ordre, il y a des niveaux, et un être peut progresser longtemps le long de ces niveaux. OK. Donc, ce qu'il est intelligent de faire, c'est de porter attention à ce qui se passe
d'essayer de raffiner notre discernement entre besoin et désir. Oui. Et voilà, de se rapprocher de ce fameux besoin. Oui, c'est-à-dire que donc dès que l'on cesse de s'occuper du désir et que l'on commence à s'occuper du besoin, ce qui va se passer chez l'être, c'est qu'il va se rapprocher de sa lumière. Okay. Donc il va se rapprocher de son intelligence, de sa créativité, et faisant ceci, il ne trouvera plus que de s'occuper de ses besoins, c'est quelque chose de morne. Il va trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, quelque chose de bon là-dedans, de fondamentalement, intrinsèquement bon. Et ce bon qui ne nourrit pas la mort à ses dépens, ce bon, donc, il peut le cultiver et continuer d'en bénéficier et de le manifester dans sa vie, et manifestant le bon de cette intelligence dans sa vie, à ce moment-là, c'est un mouvement créatif qui peut devenir infini. OK. Donc, la créativité supérieure et supramentale, pour utiliser un terme étriqué, de l'être de la nouvelle humanité ou de la future humanité qui est fracassante et renversante, ce n'est pas un tour de magie abracadabra et voilà, tadam, nous avons créé une soucoupe volante qui fonctionne à l'air, par exemple. Bon, il n'y a pas d'air dans l'espace, ça risquerait de mal fonctionner, mais bon, il y aura de l'air en dedans, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Oui. Mais on ne parle pas de faire de la magie pour épater la galerie. Donc, c'est ce que l'humain croit lorsqu'on parle de la créativité fracassante de l'homme de la prochaine époque. Mais ce n'est pas la réalité de comment ceci surgit dans le monde. Ça, c'est l'imaginaire de l'ego qui veut exciter son âme, qui parle ainsi. Mais la façon dont ceci émerge dans le monde, ce sont des êtres qui s'occupent de leurs besoins en se rapprochant de leur intelligence, en manifestant la créativité dont ils ont besoin dans l'instant présent pour subvenir à leurs propres besoins de manière de plus en plus subtile, de plus en plus complète, de plus en plus autonome, et qui, faisant ceci, en viennent à créer ce qu'on appelle un miracle. Donc, ils font des choses qui sont hors normes et qui sont merveilleuses, non pas parce qu'ils en ont rêvé et qu'un jour ils se sont réveillés, ils ont façonné une baguette magique et ils ont abracadabra créé quelque chose de magnifique. Non, ils ont fait ce long processus, et ce processus, il est peut-être long, mais il est très agréable. OK. Dernière chose, peut-être. Vous savez qu'on y a déjà répondu, mais plus tôt vous avez expliqué ce qu'était le désir en termes d'excitation de l'âme, d'éloignement du centre. Est-ce qu'il y a une explication que vous pourriez donner par rapport aux besoins? Oui, c'est le mouvement inverse. Donc, c'est la désexcitation de l'âme, la mise au repos de l'âme, et donc, de ce fait, un rétrécissement de l'orbite autour du centre. Donc, l'ego devient plus centrique lorsque la conscience se rapproche du centre. Se rapprochant du centre, elle devient un meilleur conducteur pour l'intelligence de la lumière, et ce faisant, sa créativité est facilitée. OK. Donc, c'est autant la recherche du plaisir pour le plaisir, de créer un mouvement excentrique, alourdissant et tonitruant, si je puis me permettre, donc peu harmonieux, de recherche du plaisir et de création d'un chaos dans la vie de l'individu. Donc, autant ceci existe et est réel, et beaucoup de gens en font l'expérience, autant l'inverse est réel, donc la recherche d'une manière intelligente de subvenir à ses besoins peut créer un mouvement qui devient donc un vecteur de fusion, c'est-à-dire une façon pour l'être de cultiver son lien d'intégration avec son esprit et de bonification de sa vie à l'infini. Donc, il y a un et l'inverse de l'autre. Donc, énergétiquement, les deux sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, on peut dire, mais ça se ressemble, un besoin et un désir, c'est presque la même chose. Mais en réalité, si on le regarde attentivement avec l'œil de la conscience, ce sont des phénomènes extraordinairement opposés l'un à l'autre.
Très bien. Merci pour cet excellent éclairage. Ça fait plaisir. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.